en 1906 Coubertin avait déclaré « L'heure est venue de franchir une étape nouvelle et de restaurer l'Olympiade dans sa beauté première. Au temps de la splendeur d'Olympie, les lettres et les arts harmonieusement combinés avec le sport assuraient la grandeur des Jeux olympiques. Ce vieux rêve suit son cours puisque le président du CIO se félicite aujourd'hui de voir l'exposition et les concours d'art s'ouvrir au Grand Palais. C'est la troisième fois après Stockholm en 1912 et Anvers en 1920 que de tels concours sont organisés aux Jeux. L'exposition des 158 œuvres en compétition est accompagnée d'une rétrospective d'œuvres consacrées, au milieu desquelles le célèbre Héraclès, archer d'Antoine Bourdelle, trône fièrement. Ici, à Paris, les concours d'art ont pris évidemment une saveur particulière. Il suffit pour s'en convaincre d'observer la composition des jurys qui regroupe chacun une vingtaine de membres et parmi lesquels nous retrouvons entre autres Fujita, Maurice Denis, Édouard Vuillard en peinture, Henri Sauvage, Denis Garnier et Auguste Perret pour l'architecture, ou encore Bouchard, Bourdelle et Mayol pour la sculpture. C'est à ce jury que revient la charge d'ouvrir les débats. Selon les termes du règlement, seules les œuvres directement inspirées de l'idée sportive et déclarées inédites pouvaient concourir. Et c'est au discobol finlandais du grec Constantin Dimitriadis que revient la médaille de Vermeil parmi les 75 œuvres de 14 nationalités en compétition. La médaille d'argent est attribuée au luxembourgeois Heldenstein pour faire l'Olympiade et enfin arrive en troisième position le français Mesco qui, avec sa série de 7 médailles sportives, introduit avec bonheur les arts décoratifs dans ce concours. En peinture, c'est le luxembourgeois Jean Jacobi avec un ensemble d'études de sport qui répond le mieux aux attentes du jury. L'Irlandais Yeats se classe deuxième grâce à son tableau Natation, le Hollandais Vermeil avec les patineurs est troisième. Ici et là, sur les terrasses des cafés, dans les salons mondains comme dans la presse, des voix se font entendre pour exprimer déception et scepticisme à l'égard du concours d'art. Si les artistes remettent en cause le principe même du concours, critiquent ses spectateurs avisés, ils déplorent les représentations trop littérales, trop académiques, le plus souvent inspirées de l'Antiquité et non point des sports modernes. Le sport est mouvement, en représentant dans l'alignement parfait des haies les concurrents à chaque stade du franchissement de l'obstacle. Jacques-Henri Lartigue apparente cette esquisse qu'il présenta au concours à une vue chronophotographique d'un seul et même coureur. Les jurys des concours d'art n'ont-ils pas trouvé dans le cinéma la célébration du mouvement sportif qui lui attendait? Si le cinéma n'est pas présent au Grand Palais, ce doit être à cause de cette image de divertissement de foire qui décolle encore un peu à la cour. Le cinéma trouve sa place néanmoins au parc de Magic City, où dans le cadre de l'exposition internationale des sports, Jean de Rovera présente une histoire des Jeux olympiques modernes. Cette rétrospective ne pouvait bien évidemment faire l'impasse sur les Jeux de 1900, déjà célébrés à Paris, et que la beauté des fusées d'Étienne Jules Marais restitue merveilleusement. Au Veldiv, la France, l'Italie, la Belgique et la Hongrie se disputent dans une poule finale le titre olympique de fleuret par équipe. Les Français mènent par 4 victoires à 1 face aux Italiens. En garde. Comme le pêcheur avait dit, ils avaient une victoire. Éclatant poisson, cerceau, lame pliante du feu, écartant tout, sont là, comme d'un revers de main. Au cours du 5e assaut qui oppose Lucien Gaudin, capitaine de l'équipe de France, à l'Italien Boni, la touche décisive accordée par les juges à Gaudin est contestée par le clan italien. Désapprouvée, l'équipe transalpine y trouve une raison suffisante pour quitter le tournoi. La France, qui survolait la compétition de fleuret par équipe, remporte en toute logique le titre olympique. En individuel, en l'absence de Lucien Gaudin qui souffre d'une névrite,
nous retrouvons Philippe Cattiot et Roger Ducret, respectivement vice-champion et champion olympique de fleuret. Roger Ducret s'autorise même le luxe de remporter la médaille d'argent à l'épée et au sabre. Totalisant 16 victoires avec 80 touches données contre 34 reçues, la Danoise Osier, ici en haut face à la Britannique Freeman, ne connaîtra pas la moindre fois dans ce tournoi le goût amer de la défaite. Les femmes demeurent encore exclues de nombreuses épreuves olympiques, mais si certaines comme ici croisent déjà le fer, c'est bien que le combat pour le développement du sport féminin est en marche. Les passionnés de tennis se sont donné rendez-vous à Colombes dans ce petit stade aménagé spécialement pour les Jeux. La grande absente de la compétition féminine est bien évidemment Suzanne Lenglen, qui a dû par malchance déclarer forfait pour raison médicale. Voici malgré tout les deux meilleures représentantes du tournoi, l'américaine Helen Wills, 19 ans, et la française Vlasto. La jeune américaine n'a pas concédé le moindre set au cours du tournoi. En finale, sa domination ne s'égrène pas. Elle s'impose avec facilité 6-2, 6-2.